Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire pour que l'objet qu'on a créé, donc la balle ici, apparaisse quand on clique sur la souris. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer un autre script qu'on va appeler ce nouveau script. Shooter, ce qui va arriver, c'est que ça va lire le input. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec soit notre clavier, notre souris ou n'importe quel périphérique qui va être connecté à notre ordi. Ça va lire le périphérique, voir si on appuie sur une touche quelconque pour venir faire apparaître l'objet. Donc, ça va se faire pas dans le void start, ça va se faire dans la méthode update qui se réalise à chaque frame qui est présenté à l'écran. Ce qui va arriver, c'est si jamais on appuie, donc on va aller dans l'input, si on appuie sur notre souris, donc get mouse button down, on va venir instantiate, donc ici, instantiate, c'est la méthode qui permet de créer un objet. Et l'objet qu'on va créer ici, c'est ball ici pour faire allusion au ballon qu'on a créé dans la vidéo précédente. Sauf qu'elle n'est pas définie. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir créer une variable publique de type GameObject qu'on va appeler ball. Pour lui donner une valeur, ce qu'on peut faire, c'est sauvegarder et dans notre interface Unity, le code shooter qu'on va attribuer à la caméra principale, qui est l'élément de jeu qui va représenter le personnage. Et à l'intérieur du script shooter, on voit ici, dans l'inspecteur, on voit que ball n'est pas défini et qu'on s'attend à avoir un GameObject. Je vais mettre ball. Donc j'ai mis ball qui était celle qui était déjà sur ma scène comme étant l'objet qu'on veut faire apparaître quand on va faire instantiate dans la classe shooter. Le problème avec la façon de faire ici, c'est ce qui va arriver, c'est quand je vais faire play et que je vais appuyer, l'objet qui va apparaître là où se trouvait ball. Donc tous les clones vont apparaître par rapport à l'objet ball qui était sur ma scène. Donc pour remédier à ce problème, c'est qu'il faut prendre pas l'objet qui est ici, pas l'objet qui fait partie déjà de ma scène. Parce que cet objet-là a une position et quand je vais faire play, sa position va changer. Donc on remarque ici, j'ai encore l'objet ball qui est sélectionné, sa position en Z elle a été modifiée. Si je recommence, on est à moins 9.66. Quand je vais faire play, la position en Z va être rendue à moins 0.689, blablabla. Ce qui fait que sa position est changée. Et quand je vais faire apparaître un prochain objet, mais il ne va pas partir de la même position qu'il était, il va partir de où se trouve l'objet ball. Parce qu'il va partir avec la nouvelle position. Donc il va toujours, à chaque fois que je vais créer une copie, je vais créer une copie de cet objet qui va avoir, dépendamment d'à quel moment je clique, va avoir une nouvelle position. Okay, et c'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est que l'objet apparaisse toujours du même endroit. Donc je vais venir sélectionner le prefab, parce que le prefab a une position qui est définie ici, dans ses propriétés. Donc j'ai sélectionné le prefab et j'ai été voir dans l'inspecteur. Et cette position-là, eh bien, elle va toujours être la même. Parce qu'à chaque fois, oui, l'objet qui va être créé va avoir une force, va être déplacé, mais le prefab va pas avoir la position qui est modifiée. C'est son clone, c'est la copie qu'on va créer qui va être projetée, qui va avoir une position différente. Donc ça, c'est important de bien comprendre que si je veux faire apparaître mon objet toujours au même endroit, je vais venir prendre ball qui est dans mon prefab pour glisser comme étant l'objet que je veux faire apparaître. Okay? Même si le nom est pareil, même si le logo est pareil, on a une petite modification qui va faire en sorte que quand je fais play, quand je vais appuyer sur mon écran, l'objet va toujours partir de cette position qui est en fait la position de ma balle. Si je modifie
la valeur de mon prefab, donc je l'éloigne, je mets ça à moins 46. Là, ce qui va arriver, si je recule, c'est que mon objet va partir de beaucoup plus loin. Vous voyez, il partit de très loin, vers l'arrière. Ici, même chose, si je modifie le Y, il va partir de plus haut. Il va toujours partir du même endroit. Il va partir de l'endroit qui est la position de mon prefab. Si je quitte, on voit que les modifications sont restées. Je sais que j'ai déjà dit que dès qu'on fait des modifications quand on est en preview, les modifications ne restent pas. Sauf que dans ce cas-ci, la modification que j'ai faite n'était pas sur la scène, n'était pas par rapport à un élément qui se trouvait sur la scène, mais était faite sur un objet qui est dans mes dossiers, dans mes assets. Donc j'ai été modifié à la source, l'objet ball. Donc, même si je l'ai fait pendant que j'ai en mode preview, les modifications sont restées même quand je suis revenu ici en mode édition. Donc ce qu'il va falloir faire, ben ici on va remodifier ça, donner une valeur, peut-être on va être à 1. Ici en X, on va se mettre au centre. Puis en Z, on va se mettre à moins 9. Comme ça, quand je vais faire play, mon objet va partir à peu près du même endroit qui était mon objet original. Je peux modifier peut-être, mettre ça à 2 pour être un petit peu plus haut. Et voilà. Okay, maintenant, il y a un petit problème, c'est que notre objet qui est créé, il est créé et il ne disparaît pas. Donc ça va accumuler des clones et ça va être lourd pour mon ordinateur. Ce qu'on va faire, c'est retourner dans notre script ball behavior. Et plutôt que de se créer un compteur puis de venir calculer le temps avec time delta time, on peut simplement, ça c'est en regardant la documentation que j'ai découvert, c'est on peut venir détruire l'objet en question. Donc l'objet en question, c'est tout simplement notre GameObject. Donc j'écris GameObject. Ici, pourquoi je ne mets pas un G majuscule? C'est que GameObject avec un G majuscule, c'est quand j'ai un type, je crée un objet de type GameObject. Donc ball correspond à un objet du jeu. Ici, je ne suis pas en train de créer un objet, je suis en train de faire allusion à l'objet du jeu qui est associé à cette classe ballBehavior. Donc il y a une différence si j'ai le G minuscule ou le G majuscule. Alors c'est en fait ce que je suis en train de dire, c'est que j'accède à l'objet auquel est attaché mon code. Je n'ai pas besoin de préciser de quel objet il s'agit parce que juste le fait d'écrire GameObject comme ça fait allusion à l'objet qui est associé à la classe ballBehavior, auquel on a rattaché cette classe comme étant un component. Donc destroy GameObject, maintenant ce qu'on va préciser, donc il y a deux façons d'appeler cette méthode destroy. On peut l'appeler simplement avec un paramètre, comme ici je pourrais mettre point virgule et ça serait suffisant. Sauf que ce qui va arriver, c'est que aussitôt qu'on va lire le premier update, l'objet va disparaître. Donc c'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut, donc si je regarde destroy, je peux l'appeler avec un seul paramètre, un seul argument. Sinon, le plus 1 overload, ça veut dire qu'il y a une autre façon de faire. L'autre façon de faire, c'est en ayant toujours le nom destroy. Donc j'ai les deux façons qui sont ici. La deuxième façon, c'est de rajouter un float qui va correspondre au temps qu'on doit attendre avant de détruire l'objet. Donc ici, on va mettre 3 secondes. Donc 3F. Beaucoup plus simple que de se créer une condition qui vient vérifier une variable temps qu'on aurait créée. Donc c'est beaucoup plus simple d'y aller comme ça. Dans Unity, on va voir que quand je fais play, quand j'appuie au bout de 3 secondes, les objets sont supposés disparaître. Et voilà, ils disparaissent. Et même le premier objet qui était sur ma scène, donc si je fais stop, on voit le ball ici, le premier, est également disparu. Parce que le script ballBehavior est associé à chacun des objets ball. Donc ici, lui aussi a le script ballBehavior. La solution pour le premier défi de cette semaine, c'était le défi, c'était de faire apparaître cet objet-là à chaque fois qu'on appuyait sur la barre espace. Tout ce qu'on a à changer, c'est quand on est dans Shooter, au lieu d'utiliser input get mouse button down, on va venir utiliser get key down. Et pour appeler une touche en particulier, on utilise la liste keycode et on va pouvoir indiquer le nom de la touche en question, qui est la touche space. Je sauvegarde, je retourne dans Unity. Si je fais play, maintenant, quand je vais appuyer sur le bouton de ma souris, il n'y a rien qui va se passer. C'est quand je vais appuyer sur space.
Je vous montre maintenant une alternative. Ceux qui ont été voir la vidéo qui était dans les liens sur Google Classroom, on vous montrait comment utiliser la méthode Instantiate. Et dans cette vidéo, on vous présentait une façon de faire qui utilisait ici une variable de type rigidBody. Donc, au lieu d'utiliser un GameObject, comme c'est le cas habituellement, on crée un objet et on accède à son rigidBody pour appliquer une force. Là, on va tout de suite créer une variable de type rigidBody. Ce qui fait que quand je vais venir glisser mon objet ici, prefab ball, ici, ball, je viens de mettre shooter, c'est de type rigidBody. Ce qui fait que oui, ball, c'est un GameObject, mais quand je le glisse dans la barre qui est ici, qui s'attend à recevoir un rigidBody, il va venir chercher directement le rigidBody, donc le component ici, rigidBody, de l'objet qui était ici. Ce qui fait en sorte que là, j'ai pas le GameObject ball, j'ai son rigidBody directement. Je n'ai pas besoin d'aller chercher le component avec la méthode getComponent. De cette façon, quand je vais vouloir créer un objet et modifier quelque chose sur cet objet qui va être créé, mais au lieu que ça me donne accès à l'objet en question, ça me renvoie un rigidBody. Donc, dans la méthode Instantiate, dans ce cas-ci, on voit, ça me rapporte un rigidBody. Dans la vidéo, ce que la personne faisait, c'est qu'on venait créer, et on venait ici forcer, marquer rigid as rigidBody. Ça venait forcer la conversion de ce qui était à l'intérieur ici d'Instantiate, qui était un rigidBody, mais là, ça venait forcer la conversion en rigidBody. Chose qui n'est pas nécessaire parce que dans la structure, comment c'est construit cette méthode de Instantiate, peu importe le type d'objet qu'on utilise ici comme paramètre, eh bien, il va s'ajuster. Donc, si j'envoie, je mets la valeur de l'objet ici qui est un rigidBody, ben, Instantiate va renvoyer un rigidBody. Si à la place, je viens chercher le transform, eh bien là, Instantiate va renvoyer un transform. Là, ça me fait une erreur parce que j'essaie d'assigner ça qui est un transform, j'essaie de le ramener à un objet de type rigidBody. Bien sûr, je ne peux pas rajouter addForce à RB dans ce cas-ci, parce que ma variable que j'ai appelée RB pour rigidBody, ben, je viens de dire que c'est de type transform. Okay. On va revenir avec rigidBody. Ici, rigidBody. Ce que je vais vous montrer, c'est que dans la vidéo, la personne qui faisait la vidéo avait mis ici as rigidBody, mais c'est pas nécessaire parce que comme je vous dis, c'est déjà, ça se convertit automatiquement, ça vient prendre la valeur de ball et ça voit déjà que c'est de type rigidBody. Donc ça va renvoyer, Instantiate va renvoyer un objet de type rigidBody. Ça va être enregistré dans une variable que j'ai créée rigidBody RB. Et de là, on pourrait rajouter la force, addForce, et là j'ajoute une force qui va vers l'avant de 1500 R. Cette façon de faire-là pourrait remplacer, donc dans mon ball behavior, on avait rajouté une force à mon objet. Mais je pourrais enlever tout ça, mettre ça en commentaire, pas utiliser la direction, pas utiliser le shooting force, et directement ici, faire appel à addForce dès que l'objet est créé, il y a une force qui est appliquée vers l'avant. Maintenant, RB addForce, et de cette façon, là, je pourrais appeler ça shooting force, et ça pourrait remplacer ce que j'avais mis ici. On va rester avec la façon qu'on avait faite au départ. Maintenant, ce qu'on vous demandait dans le défi 2, c'était que les balles apparaissent en mode automatique, disons. Donc, au lieu de faire apparaître une seule balle à la fois, on va faire apparaître plusieurs balles. Donc, ce serait juste d'enlever le down. Le down fait en sorte que c'est quand j'appuie sur la touche, c'est au moment où la touche est enfoncée. Tandis qu'ici, getKey, ça c'est tant et aussi longtemps que la touche est enfoncée. Donc, si je mets ça getKey de cette façon, je m'en viens dans Unity. Je m'assure que tout ça a été mis à jour. Je vais juste revenir positionner ball. OK. Si je fais play, maintenant, à chaque fois que je vais appuyer sur la touche space, il y a beaucoup de projectiles qui vont être lancés parce que dès qu'elle est enfoncée, ça envoie. Donc là, on voit plus le update se fait souvent, mais plus il y a de projectiles qui vont déguerpir. Maintenant, pour le défi 3, c'était quand on garde le doigt enfoncé sur Shift,
et qu'on appuie sur notre souris, ça va tirer un projectile 2 fois plus gros. Donc, ce qu'on peut faire, donc GetKey, ce qu'on cherche à avoir, c'est si j'appuie sur la touche Left Shift, ici Left Shift, et donc deux conditions, et qu'on appuie sur la souris. Sauf que de la façon qu'on va faire ça, c'est qu'on va se créer deux GameObjects, donc ball puis ball 2, qui va être 2 fois plus gros. Et ici, quand je maintiens enfoncé left shift, c'est ball 2 qui va apparaître, qui va être plus gros. Puis ce if va être à l'intérieur d'un autre if, dans lequel on va get mouse button down. Donc si j'appuie sur le bouton de ma souris, et si la touche shift est enfoncée, il y a une balle plus grande qui va apparaître. Sinon, si shift n'est pas enfoncé, ben, je vais quand même faire un instantiate, donc je vais quand même créer une balle, mais ça va être la balle originale qui était plus petite. Donc ce ball 2 là, on ne l'a pas encore créé. Donc ce qu'on va faire, je vais sauvegarder. Puis c'est sûr qu'il y a une autre façon de faire un peu plus compliquée parce qu'on viendrait jouer avec le scale de notre objet directement. Mais ce qu'on peut faire plus simplement, on peut venir créer une copie. Je pourrais venir modifier le ball qui est ici, le mettre 2 fois plus grand. Je suis même pas obligé de faire le calcul, je pourrais faire x2 ici, x2. Là, ça me fait quelque chose de 2 fois plus gros. Ce projectile-là, maintenant, ball, je vais venir le glisser. Et ici, il me dit si je veux créer un nouveau prefab ou si je veux une variante de ce premier prefab, un nouveau prefab complètement. Ce qui fait en sorte que là, j'ai deux objets complètement détachés l'un de l'autre. Sinon, si j'avais fait une variante, ben, j'aurais eu une variante de ball et les deux seraient associés. Mais je veux pas qu'ils soient associés, donc j'ai fait carrément quelque chose de nouveau. Et lui, le ball qui s'est automatiquement appelé ball 1, je vais le renommer ball 2. Que le nom soit ball 1 ou ball 2, c'est pas grave. Maintenant, dans mon main camera, j'ai deux variables, une qui est le ball 1 et l'autre ball 2. Quand je vais faire play, maintenant, si je clique, c'est un petit. Si j'appuie sur shift en même temps, c'est un grand. Donc là, je fais des grands, je fais des petits, grands, petits. Donc ça dépend juste, est-ce que j'ai gardé mon doigt enfoncé sur la touche shift ou non. Ça, c'était le défi 3. Je vais vous montrer une autre façon de répondre au défi 3. Donc, plutôt que d'avoir deux objets, donc ball et ball 2, on va modifier la dimension de notre prefab dès sa création. Update, on a la même condition si on appuie sur la souris. On va venir vérifier est-ce qu'on appuie sur le left shift. Donc si là je dois enlever le get key down, je dois laisser get key parce que sinon il va falloir que je sois super bien synchronisé pour que je clique sur la souris et tout de suite après je clique sur shift. Alors ce qu'on cherche c'est de détecter si shift est enfoncé et non pas si j'appuie sur shift. Donc au moment où je clique, donc c'est pour ça que c'est le down, est-ce que shift était enfoncé? Si oui, ce qu'on va faire, c'est que l'objet ball, qui est un prefab, va être enregistré dans un GameObject qu'on a appelé BiggerBall. Et là, on va venir vérifier si la dimension, donc le local scale qui est là, ça fait allusion à la dimension de notre objet et je vais regarder sa composante en Z. Parce que concrètement, dans Unity, si je prends la balle qui est ici, le scale qui est là, c'est de 2 en ce moment. Quand c'est la balle qui a été modifiée, qui était plus grande, donc le ball 2. Mais si on prend le ball 1, qui est le ball tout simplement, sa dimension en Z était de 1. Ce que j'ai fait dans mon code, c'est que j'ai vérifié si la valeur de Z est plus petite ou égale à 1. Mais forcément, elle va être égale à 1 dans ce cas-ci, mais je vérifie si c'est plus petit ou égal à 1. Je vais venir multiplier par 2 cette valeur-là. Donc, on va passer de 1 à 2. Ça va être 2 fois plus grand. Si pour une raison ou une autre, la dimension était un petit peu en bas de 1, ben, ça fonctionnera encore, ça serait 2 fois plus grand. Sauf qu'ici, le bigger ball, le point transform, point local scale, ce qu'on fait, c'est qu'on vient regarder le x, le y et le z. Donc les dimensions en x, en y et en z de notre objet et on les multiplie les trois par 2. On va voir ce que ça donne. Donc le premier projectile qui se lance. Si je clique, l'objet est à son format original. Si j'appuie sur Shift en même temps, là, il est 2 fois plus gros.
Ok, donc on va regarder ce qui arrive si jamais j'enlève la condition if. Il ne devrait pas avoir de différence, étant donné que ça ici, la balle, elle se crée une seule fois. On vient dans Unity. Ok. Donc c'est ça, l'opération se fait une seule fois. Donc même pas besoin de vérifier la dimension de mon objet, on fait juste le multiplier. Et cette opération-là se fait une seule fois et c'est à la création de l'objet.